Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Makhtar Sarr. Makhtar Sarr est directeur général d'Emene Capital, un fonds d'investissement qui travaille au Sénégal pour aider un peu à investir et surtout à accompagner et investir dans le pays. M. Sarr, merci d'avoir accepté notre invitation. On a constaté qu'il y a une crise qui frappe le monde. Un peu partout, les prix ont augmenté à travers le monde, le prix des barils de pétrole a augmenté, les blés ont augmenté. Et beaucoup redoutent qu'il y ait un impact sur nos pays. Quel est l'impact que ces crises peuvent avoir sur l'économie, sur les économies africaines en général? Bonjour M. Diop, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir d'être là et d'échanger sur ce sujet qui est d'actualité. Oui, en effet, nous traversons depuis un certain temps en fait, une crise loin de nos frontières, notamment avec l'invasion de la Russie en Ukraine. Et de façon très simple et de façon effective, nous sommes dans un monde qui est globalisé, dans un monde où les pays africains ou bien la plupart des pays africains ont une structure économique qui est assez exposée vers l'étranger. Je pense que la question que vous venez de poser trouve toute sa pertinence à ce niveau. Je pense que si on parle du Sénégal, on peut parler de beaucoup de pays parce que nous avons des économies qui se ressemblent à ce niveau. Et l'orientation en fait, vers l'extérieur de nos économies en fait qu'aujourd'hui, nous avons en fait un niveau d'exposition indirect, mais total par rapport à ce qui se passe loin de nos frontières et pour lequel nous n'avons été ni demandeurs et ni impliqués ou on ne nous a pas demandé notre avis. De façon très simple, qu'est-ce qui se passe? Nous avons aujourd'hui la structuration de nos économies qui font que nous importons beaucoup de produits, que ce soit des matières finies, que ce soit de la matière première et surtout beaucoup de pétrole pour faire tourner aujourd'hui nos industries, mais aussi faire tourner notre secteur énergétique, en l'occurrence la Sénélec. Ce qui se passe en Ukraine avec l'invasion de la Russie et des mesures de rétorsion qui ont été prises par les autres puissances, nous notons déjà une augmentation drastique de tout ce qui est produits pétroliers, tout ce qui est gaz, vous l'avez dit tantôt aussi, tout ce qui est lié aux matières premières, notamment sur le blé, et par ricochet en fait touche pratiquement les coûts de production des industriels européens ou des industriels un peu partout dans le monde. Nous sommes des importateurs, il est évident que nous allons subir une répercussion de ces hausses dans les denrées que nous importons. Et autre chose aussi qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a aussi une hausse qu'on note sur tout ce qui est engrais. Ça veut dire que derrière, en tant que pays qui importe énormément d'engrais pour le secteur agricole, il faut s'attendre à ce qu'il y ait, je pense, un impact négatif, pour ne pas dire une augmentation des coûts de production à ce niveau. Le dernier élément qu'il faut soulever à travers cette augmentation des matières premières, mais surtout de tout ce qui est coût, c'est le coût du fret. Quand on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de pays européens passent par l'Asie, ou les pays asiatiques où le coût de la main-d'œuvre est assez faible, passent à ce niveau pour pouvoir aujourd'hui fabriquer des produits finis. En contournant la Russie ou en faisant un embargo aérien, il a été relevé qu'en fait le coût du fret de l'Asie vers l'Europe a été multiplié par 1,5 par 2 selon en fait, les destinations. Pour dire quoi à la fin? C'est pour dire qu'aujourd'hui il y a une augmentation de tous les coûts et de toutes les matières qui a un impact déjà dans les pays européens et nous ressentons dans une certaine mesure au niveau du Sénégal. Vous noterez que les denrées alimentaires ont augmenté parce que c'est des produits finis qui subissent le coût du frais. Je pense que les grandes surfaces ont commencé à communiquer là-dessus. Et mieux même, dans le secteur informel qui importe assez souvent, quand vous regardez depuis un mois, le dollar par rapport au CFA via l'euro a connu en fait une augmentation considérable. Nous sommes passés à 573 avec un pic à 603 et là il flotte avec du 598-600. On ne sait pas exactement dans quel sens ça va aller, mais il est évident que le enrichissement du dollar par rapport à CFA fait qu'il faudra plus de CFA pour aujourd'hui acheter des produits finis, que ce soit en Inde, que ce soit à Dubaï, que ce soit en Chine et naturellement l'Europe. Je l'ai évoqué au début de mon propos. Donc globalement, nous avons aujourd'hui un gros risque qui plane avec des effets immédiats sur notre économie en matière de consommation et de réduction du pouvoir d'achat. Mais il faut s'attendre en fait à une situation beaucoup plus compliquée dans les mois à venir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est pétrole, tout ce qui est contrats à terme sont négociés depuis 6 mois derrière. Ça veut dire que les répercussions aujourd'hui ou les hausses qui sont constatées sur certaines matières premières
auront des répercussions dans les 3 mois, 6 mois à venir. Et c'est là où je pense qu'il y a de quoi être assez vigilant, ou ne pas dire assez inquiet par rapport à ces répercussions sur le prix à la pompe, sur aujourd'hui le prix, le coût de facteur de production des industriels, et qui devront naturellement répercuter ça sur les produits finis. Est-ce que vous, en tant que fonds d'investissement, ça vous inquiète ça? Non, en tant que fonds d'investissement, nous avons des prises de participation dans certaines sociétés. Nous sommes aussi dans la distribution. Et naturellement, nous sommes inquiets parce que nous sommes dans un pays où le pouvoir d'achat, avant même cette crise, était assez affecté. Il ne faut pas perdre de vue que nous sortons de la Covid avec un plan de relance qui n'a pas encore pris totalement. Si, avec cette crise qui vient aujourd'hui encore augmenter le prix des produits finis, naturellement, il y a de quoi être inquiète qu'il y ait des risques en fait de fractionnement du pouvoir d'achat et de facteurs de mévente à tous les niveaux, que ce soit dans le secteur de la distribution, mais aussi au niveau des activités ou des services en fait. Vous êtes dans la distribution, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que justement les produits que vous commercialisez dans la distribution sont des produits de terroir ou bien des produits importés? Il y a les deux. Maintenant, notre tissu industriel est tellement faible qu'il faut reconnaître qu'il y a plus de 65 à 70% des produits commercialisés dans la grande distribution qui sont importés. Maintenant, nous poussons avec des indicateurs que nous suivons de très près la quantité de produits issus, made in Sénégal comme on dit, issus du terroir que nous commercialisons. Mais là, à ce niveau, que ce soit les produits importés ou les produits faits localement, compte tenu du fait que les facteurs de production, l'énergie principalement, ou les matières premières de base quand on est dans le conditionnement, finissent à la fin de la journée par affecter le secteur agro-industriel. Et nous, en tant que distributeurs, je pense que nous n'avons pas d'autre choix que de le répercuter. Il faut voir et garder en tête que la France, aujourd'hui, ils ont tenu cette réunion pour augmenter de 3% en fait tous les produits, un certain nombre de produits alimentaires au niveau de la grande distribution de concert avec les agro-industriels. Nous n'avons pas eu cette chance en termes d'organisation du secteur, mais chaque enseigne, je pense, applique la vérité des prix pour qu'à la fin de la journée, qu'on puisse en sortir un peu. Est-ce que ce n'est pas une leçon pour justement changer de paradigme, investir plus dans nos terres, cultiver sur place, pour éviter justement d'avoir des fois ces genres de situations qui peuvent être préjudiciables? C'est l'idéal, hein? C'est l'idéal. Je pense qu'aujourd'hui, ce que vous dites en termes d'investissement, on est en train de parler de la souveraineté économique. Il y a 1 an, 2 ans, le sujet était sur la table quand on a subi de plein fouet la Covid. On s'était rendu compte que les éléments de base aujourd'hui, la pyramide de Maslow, manger était une nécessité. Je pense qu'il fallait un déclic à ce niveau. Investir dans l'agriculture, le secteur primaire, pour supporter un secteur industriel et garantir cette souveraineté, c'est-à-dire consommer ce qu'on mange, c'est un processus, ça prend du temps. Mais ce processus, il n'appartient pas à un secteur privé seulement de le faire. Si vous prenez un exemple, aujourd'hui nous parlons beaucoup de la filière riz, de l'autosuffisance en riz. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été portées, le secteur privé est parti investir. Mais à date, nous continuons toujours à importer énormément de riz. Parce que tout simplement, il y a un problème de compétitivité qui se pose, il y a un problème de qualité qui se pose. Je pense qu'il y a un schéma global, une cohérence d'ensemble qu'il faut dans nos politiques pour aujourd'hui, en fait, aller dans le sens que vous évoquez. C'est-à-dire ce qu'on produit localement, qu'on puisse le commercialiser et qu'on puisse le consommer. Mais il ne faut pas se tromper non plus. Ce n'est pas quelque chose qui se fera en 1 an, 2 ans, 3 ans. Je pense que c'est une politique sur le moyen, voire le long terme, mais dont les bases et les germes, il faudra les poser actuellement, qu'on sache vraiment que la volonté est là, que nous puissions protéger en fait notre économie, entre guillemets, parce que nous sommes dans un environnement communautaire et globalisé, mais il y a des leviers sur lesquels nous pouvons jouer pour que le produit fait au niveau du Sénégal, qui fait travailler les Sénégalais, puisse être compétitif par rapport aux produits qui fait travailler les Chinois ou qui fait travailler d'autres nationalités et qu'on finit par importer. Là aussi, il y a des paradigmes qui sont beaucoup plus financiers et qui sont liés à notre équilibre budgétaire qui dépend beaucoup des importations. Quand on regarde les performances de la douane qui sont pratiquement à 30 voire 35% des recettes de l'État, à 1000 milliards évoqués en 2020. Donc il y a de quoi s'inquiéter. Est-ce que réellement est-ce que réellement notre État est préparé aujourd'hui à importer moins et à produire plus? Il est beaucoup plus facile de collecter au niveau du corridor douanier que de structurer des entreprises, des PME et des grandes entreprises pour qu'ils créent des emplois
et qui crée de la valeur ajoutée dont l'État tire profit et booster de facto la consommation. Là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à regarder pour qu'on ait du sens ou qu'il y ait une certaine logique dans la question que vous soulevez, c'est-à-dire commercialiser ce qu'on produit et consommer ce qu'on produit localement. Est-ce que les questions qui sont tellement cruciales comme celle-là ne nécessitent pas aujourd'hui au Sénégal qu'il y ait les assises de l'économie pour que tous les Sénégalais s'entendent sur quelle orientation économique il faut donner au pays? Parce que vous l'avez dit tantôt, quand la douane fait beaucoup de recettes, c'est parce que justement il y a des entreprises en interne qui ne marchent pas. Si ça marchait, on n'aurait pas autant d'importations. Non, c'est clair que c'est des paradigmes en fait aujourd'hui auxquels on est confronté. Mais après, il faut revenir sur le sens du budget. C'est là où je pense personnellement, le travail de fond, vous l'avez dit, il faut qu'on s'entende sur un modèle économique. On parle beaucoup du modèle asiatique, on parle beaucoup des modèles des dragons. Mais pour moi, je pense que le Sénégal a de quoi bâtir son propre modèle économique qui aujourd'hui colle à ses réalités, à son histoire, mais aussi à son plan d'émergence. La définition des rôles et des responsabilités est critique à ce niveau. L'État est là pour réguler, pour définir un environnement propice pour les affaires, mais aussi garantir un certain nombre d'investissements d'utilité publique et l'équité sociale. Ça, c'est indéniable. Si aujourd'hui l'État se met à jouer un rôle visant à créer des emplois, à investir, de facto, on est dans un certain parallélisme, pour ne pas dire de choc, entre le rôle de l'État et le secteur du privé. C'est le secteur privé qui doit créer des emplois. Et ce secteur privé nécessite d'être organisé d'une façon efficace. On parle beaucoup de champions nationaux, mais ma conviction est que c'est à l'État de fabriquer ces champions. Il n'y a aucun pays où on a des champions. Ex nihilo, voilà. C'est à l'État de dire je veux avoir un champion dans tel secteur. Mais en définissant aujourd'hui les termes de référence, ça lui permet de dire cette société aujourd'hui a les moyens, a la capacité et je l'accompagne avec mes véhicules, que ce soit le fonds souverain, que ce soit la caisse de dépôt et de consignation, tout en définissant en fait des contrats de performance. Ça veut dire quoi ces contrats de performance? Ça veut dire qu'il y a des emplois à créer, ça veut dire qu'il y a des contrats à signer avec les PME pour avoir le deuxième niveau d'écosystème entre la grande entreprise donneur d'ordre et ses PME, définir un peu les délais et les conditions d'échange entre ces deux sociétés et que ces PME aussi travaillent avec les startups de sorte à ce qu'on puisse développer les services, que l'innovation soit au service de l'économie. Si on ne respecte pas, c'est mon point de vue, cette nomenclature de définition des rôles et des activités, chacun va y aller dans ce sens et on aura en fait une dispersion des maigres revenus et des maigres ressources financières dont on dispose et à la fin de la journée, il sera très difficile de mesurer l'impact. Oui, il faudra définir notre modèle économique, s'asseoir pour dire comment on veut y aller, les rôles et les responsabilités, accepter qu'il faut qu'il y ait des grandes entreprises sénégalaises portées par l'État. Je ne parle pas des entreprises familiales, là aussi je pense qu'il y a à dire, il faut que l'État accepte et que le secteur privé aussi accepte cette ouverture, mais aussi joue le jeu. Pour que cette notion que j'évoque assez souvent, c'est la responsabilité économique des grandes entreprises. Cette responsabilité, pour l'assumer, il faut qu'on ait le support de l'État et accepter aussi de répercuter cela au sein des PME, de répercuter ça au niveau des startups pour que l'écosystème global puisse y aller. Et enfin, je pense aussi là, il y a quelque chose d'intéressant à regarder, c'est de voir aujourd'hui le schéma institutionnel de pilotage de l'économie. Nous ne pouvons pas parler d'industrialisation, de développement économique, de développement inclusif, alors que les différents ministères qui sont chargés de piloter, le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce qui régule un peu tout ce qui est commerce intérieur, mais aussi tout ce qui est importation, et le ministère du Budget qui est très focus sur la collecte de recettes, ne sont pas, je veux dire, ne se retrouvent pas ou n'ont pas des synergies très fortes. Chacun a des objectifs et souvent ces objectifs ne vont pas dans le sens à atteindre cette souveraineté qu'on est en train de chercher, que ce soit l'industrialisation ou que ce soit aussi cette volonté de développer un tissu de secteur privé très fort. On a vu des économistes écrire quelque part comme Khadim Bamba Diagne en parlant d'économie mouride au Sénégal. Est-ce que l'exemple aujourd'hui, quand les mourides demandent de collecter beaucoup d'argent comme Touba Kanam le fait, la mobilisation de ressources, est-ce que ça peut être une voie sur laquelle le Sénégal peut s'engager pour justement collecter des ressources en interne et financer des projets? Je pense qu'il y a
on ne peut pas douter sur l'efficacité et sur la pertinence de ce modèle. Le modèle économique mouride, que ce soit un modèle social, un modèle productif, je pense qu'il y a des exemples aujourd'hui depuis un moment qui montrent en fait qu'il y a quelque chose d'intéressant à regarder. Il y a quelque chose d'intéressant à modéliser pour l'État. Vous parlez tout à l'heure de Touba Sakanam, qui est juste en fait la réplique de ce que le mouridisme a su faire depuis 1915, depuis 1917, avec la construction de la mosquée de Diourbel et qu'on a revu avec le chemin de fer. C'est très simple, mais très profond. Je pense que Touba Sakanam, quand ils ont montré leurs derniers chiffres, ils sont à 6 milliards ou 6 milliards connectés en 5 ans. Ça en dit beaucoup et ça en dit énormément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'épargne est là. L'argent est disponible. Les gens sont disposés à aujourd'hui participer à des projets de développement. C'est là où c'est intéressant. Parce que Touba Sakanam est dans le développement communautaire. Ce n'est pas pour dégager une certaine profitabilité, une certaine rentabilité. C'est une forme de substitution, même si je n'aime pas le mot, à l'action étatique locale ou l'étatique globale. Quand ils font des routes, des dispensaires, des hôpitaux, je pense que c'est une façon de montrer qu'aujourd'hui, il y a un levier communautaire très fort sur lequel on peut s'appuyer pour pousser le développement économique et surtout le développement d'infrastructures d'utilité publique. La leçon à tirer à ce niveau, c'est de dire qu'est-ce qui fait marcher Touba Sakanam? À mon sens, c'est un rapport de confiance. Ce rapport de confiance est primordial. Et peut-être c'est ça qui fait défaut entre le contribuable et l'État du Sénégal. Il y a un programme ambitieux qui est lancé par la DGID, qui est le programme Yatal, qui montre un peu le déficit ou le retard que le Sénégal accuse en termes de pression fiscale, avec un objectif de 20% en 2024. Mais ce programme montre surtout qu'il y a un côté réfractaire du secteur informel par rapport à la contribution fiscale. Pour une raison très simple, que le Sénégalais lambda dans le secteur informel ne voit pas en fait ou constate que l'impôt qu'on lui demande n'est pas en fait utilisé pour son bien-être. C'est une perception. Parce que quand on roule sur le goudron, quand on utilise le péage, forcément, on est en train de tirer profit de ces investissements. Mais cette perception n'est pas totalement fausse quand la partie visible de l'iceberg, c'est le train de vie de l'État. Quand on regarde le train de vie de l'État, on a tendance à croire, et ce n'est pas faux totalement, ce n'est pas vrai totalement non plus, que les impôts collectés permettent à une certaine classe de vivre au-delà de la sobriété. Cette perception pose un réel problème. Cette rupture de confiance pose un réel problème aujourd'hui pour pouvoir pousser le civisme fiscal, pour pouvoir pousser cette pression fiscale. Alors qu'on est dans un pays où plus de 70% du secteur informel et que derrière l'État cherche des moyens. Je pense que Covid, je le disais, a été une belle occasion qu'on a ratée pour pouvoir en fait fédérer le Sénégal avec le secteur informel parce que l'État a beaucoup appuyé le secteur informel, mais il n'a pas mis en fait la communication qu'il fallait pour que les gens reviennent en fait sur le niveau formel et participent de façon soutenue. Donc Touba Sakanam, pour revenir sur ce point, je pense que c'est un modèle qui est très intéressant, qui peut permettre à l'État de pouvoir leverage. On parle aussi d'autres communautés qui ont compris qu'il fallait aujourd'hui se regrouper pour mobiliser l'épargne sénégalais et se substituer dans la mesure possible à l'État dans la réalisation de certaines infrastructures. Au-delà de cette initiative, il y a Rigal Holding aussi, qui est un modèle communautaire participatif, mais qui est plus orienté vers l'investissement productif en tant que société dûment enregistrée, qui a une vocation pour créer des emplois pérennes, qui a cette vocation de jouer un rôle intéressant dans l'économie. Et on a vu dans le sud aussi, il y a Casamance Agro, ou Industrie, autant pour moi, Casa Industrie qui s'est mis en place. Dans le nord, les discussions sont en cours avec l'ANBA, la langue de barbarie avec ce société d'investissement. Ça veut dire que le développement inclusif théorisé trouve aujourd'hui un cadre d'expression peut-être faible, mais en tout cas, il y a des modèles qui sont en train d'être testés pour donner en fait un sens à ce que je dis. Est-ce que justement ces modèles qui sont en train de se mettre en place sont des alternatives par rapport à la finance internationale? De façon indéniable, parce que ça nous ramène à un côté inclusif dans le financement de notre économie. Nous sommes à plus de 10 000 milliards de dettes. 10 000 milliards de dettes avec un niveau de service de la dette qui fait approximativement, sensiblement 1 milliard par jour. L'année 2022, budgétisé à 350 milliards, si je ne me trompe pas, le service de la dette. Même si on est en deçà des ratios de l'UMOA, c'est-à-dire 70%, 67,5%, le service de la dette est intenable.
il est intenable avec ce que je disais tout à l'heure, niveau de pression fiscale très faible. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de taper sur les entreprises qui tirent déjà la langue. Et ce qui va se passer plus tard, si les entreprises ne tiennent plus, ils vont juste fermer, licencier tout le monde et on va se retrouver avec un tissu économique complètement délabré. Donc trouver des alternatives aujourd'hui pour mobiliser davantage le capital financier interne. Les gens disent qu'il n'y a pas d'épargne. Je ne suis pas de cet avis. Entre le secteur informel qu'il est très difficile d'évaluer et qui montre à travers les projets religieux qu'on a de l'argent qu'on peut investir dans des mosquées, dans des structures d'accueil qu'on peut mettre dans Touba Sekanam ailleurs. Quand on regarde les chiffres de la BCEAO, quand en 2020 sur le rapport sur les comptes à terme et sur tout ce qui est compte épargne dédié spécial, on était à 1875 milliards. On me dira que c'est des garanties utilisées, mais whatever, c'est de l'argent qui est bloqué dans les comptes. Il y a des épargne intérieure dans ce pays qui peut financer l'économie, vous pensez? Je le pense. Je le pense. Maintenant, il faudrait qu'on puisse définir un cadre propice pour que les gens aient le courage d'investir, pour que les gens aient intérêt aussi à le faire. Parce qu'entre un placement sécure de 3,5 ou de 4%, si aujourd'hui on investit dans une PME avec le cadre fiscal, avec tout ce qu'il faut, on peut sortir un niveau de rentabilité beaucoup plus élevé de 12 ou de 13%. Ça demande de la patience, mais ça demande aussi une autre culture. Parce qu'il faut reconnaître aussi que la culture d'investissement n'est pas profondément ancrée chez nos hommes d'affaires. On est plus orienté vers le trading, l'import-export, que plutôt sur l'investissement qui demande du temps, qui est une activité risquée, qui a des hauts et des bas, mais sans lequel aujourd'hui aucune économie ne peut s'en sortir de façon inclusive. On sera toujours là à attendre que des étrangers viennent investir, fassent le job à notre place et nous on va juste se positionner en tant que consommateurs. On a vu que le Sénégal aujourd'hui, en 2023 normalement, doit être un pays gazier et pétrolier, mais on ne sent pas réellement des investissements des Sénégalais dans ce secteur pour maîtriser la chaîne de valeur. On voit par contre des sociétés étrangères venir s'installer petit à petit. Oui, il y a des discussions qui se tiennent au niveau du local content, il y a beaucoup de discussions, mais il est vrai que je pense, c'est ce que je dis assez souvent, on a un problème de symétrie d'information dans ce pays. Ça bouge, hein. Ça bouge, mais dans un bulle, dans un cadre spécifique. Inconnu du grand public. Exactement, inconnu du grand public. Après maintenant, on arrive à un point de chute, effectivement, où on se rend compte que les dés sont pipés depuis un bon moment. Et on a cette tendance tout souvent à dire que bon, le secteur privé n'a pas l'expertise ou n'a pas le background, ne l'a jamais fait. C'est la raison pour laquelle il faut que les sociétés étrangères viennent le faire. Mais je pense qu'au XXIe siècle, on a tellement de Sénégalais un peu partout dans le monde, des entreprises qui se sont faites un peu partout. Il ne faudrait pas qu'on puisse rester sur ces a priori ou sur ces conceptions. Il y a forcément des Sénégalais qui savent faire, qui peuvent aujourd'hui apprendre ou qui peuvent former d'autres Sénégalais. Et le capital financier dont on parle, qui fait défaut assez souvent, ce capital financier aussi, je pense, si on met les moyens et qu'on accompagne le secteur privé, nous arriverons aujourd'hui à les mobiliser comme on le fait pour les PME françaises. Bon, faut pas se leurrer, moi je ne suis pas sans langue de bois. Je pense aujourd'hui le slogan français est clair. PME française, osez l'Afrique. C'est assez clair. Et la preuve, la société française Méridienne vient aujourd'hui d'avoir la concession de BRT sur pratiquement 15 ans, qui vont investir 115 milliards de francs CFA. Mais on n'a pas vu derrière cette société des Sénégalais qui sont associés à cela. Bon, on a mis le fonds souverain qui est autour de la table, ce qui est bien, mais comme vous le dites, je pense que ça aurait été intéressant de voir de façon beaucoup plus large qu'est-ce que les Sénégalais peuvent faire dedans. Vous parlez de Meridiam, on a d'autres exemples, je pense, dans la construction des autoponts avec Matière Sénégal qui l'a fait, il y a d'autres sociétés françaises qui sont là. On ne peut pas reprocher au gouvernement français d'avoir de l'ambition pour ces PME. C'est à nous maintenant de voir en fait en tant que Sénégalais, chez nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour supporter davantage ce secteur privé. Il y a des efforts qui sont fournis, il faut le dire, par le secteur privé, mais je le dis et je le répète encore une fois, c'est à l'État de tirer ce secteur privé actif, ce secteur privé ambitieux vers le haut. Parce que, encore une fois, il y va de notre crédibilité, il y va de notre souveraineté. Aujourd'hui, nous sommes dans de très bons termes avec nos partenaires sur l'étranger, notamment sur la France. Nous ne savons pas demain de quoi il sera fait. Nous subissons aujourd'hui, nous avons Covid hier, aujourd'hui la guerre de l'Ukraine. Qu'est-ce que nous demain, il n'y aura pas de soucis entre la Chine et Taïwan. Et le jeu géopolitique qu'on ne maîtrise pas du tout, qui se discute loin de nos bases, font qu'aujourd'hui nous devrons privilégier l'intérêt sénégalais. Pas à outrance, mais dans la mesure où demain
qu'on soit sûr que le secteur privé sénégalais est là pour pouvoir prendre les choses en charge, pour pouvoir accompagner le gouvernement dans sa politique de création d'emplois, dans sa politique d'investissement, mais aussi dans sa politique de mobilisation des recettes budgétaires sans lesquelles l'État n'existe pratiquement Mais pas. beaucoup se demandent pourquoi le Sénégal continue toujours à se tourner vers l'extérieur et pas vers l'Afrique, où il y a le Nigeria, les autres pays qui ont des moyens, qui font des jeunes ventures africaines, des champions africains. On ne constate pas qu'il y a des sociétés africaines qui investissent plus en Afrique. Le Sénégal est plus tourné vers l'extérieur. Je pense que c'est des choix politiques qui nous échappent en tant que citoyens. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant pour répéter ce que Dangote disait. Quand c'est plus facile de prendre l'avion, d'aller en Europe, que de se déplacer entre Dakar et Cameroun, Dakar Libreville, Dakar Lagos ou Dakar Afrique du Sud avec les demandes de visa, il est évident qu'on ne peut pas demander à un investisseur camerounais de venir investir à Dakar au moment où on lui demande le visa et beaucoup de tracasseries. Donc je pense qu'il y a beaucoup de préalables aujourd'hui pour faciliter ces flux entre nous avant de pouvoir inciter les investissements entre les pays africains, ce qui devrait être le point de départ. Mais malheureusement, nous avons un passé, nous avons une histoire qui nous suit toujours. Et je pense qu'il y a le réflexe Europe qui est toujours là. Et ce réflexe, il est important, je pense, de poser des actes, peut-être pas dans le sens à les casser, mais dans le sens à rétablir un certain équilibre en fait dans la relation avec les pays européens. La ZLECA a été avancée. Est-ce que vous pensez que la ZLECA, c'est une réponse africaine? Je suis très sceptique. Quand je vois ce qui se passe un peu dans la zone UEMOA déjà, il y a de quoi se poser des questions dans l'efficacité de cette initiative. Il y a des prérequis et il y a des préalables. Tant que ces prérequis et ces préalables aujourd'hui qui touchent déjà le mouvement des personnes, on ne peut pas demander qu'il y ait une certaine fluidité dans le mouvement des biens et des services, encore moins une ouverture des frontières à ce niveau. Mais aujourd'hui, à votre avis, quelles sont les réformes en profondeur qu'il faut apporter au Sénégal pour que le privé sénégalais soit beaucoup plus fort? Écoute, la première chose, je l'ai dit tantôt, c'est que l'État accepte et consente qu'il faut qu'il crée ces champions. Je crois que c'est la première chose à consentir. Faire venir des grandes entreprises pour investir dans des projets stratégiques, c'est bien. Ça permet d'aller vite. Mais s'appuyer sur de grandes entreprises, leur donner les moyens, leur donner le temps de se former et de dealer en fait, d'avoir des transactions avec ces grandes entreprises en B2B permet à l'État, peut-être avec un peu plus de temps, d'avoir en fait des champions nationaux et de demander à ces champions de jouer le rôle en termes de responsabilité économique. Quand il y a une expression qui dit si je te donne à manger, forcément, je te dis de la façon dont tu vas te tenir et conséquent. Si aujourd'hui l'État joue ce rôle, c'est légitime que l'État demande aux grandes entreprises la façon dont il doit se comporter par rapport aux PME, mais aussi en matière de politique d'emploi. Ça demande du temps. Et ce temps, peut-être, c'est ça qui fait défaut à nos politiques, parce que souvent, les projets sont des projets à une forte connotation politique. On a envie de montrer les réalisations avant un mandat électoral, exactement, et ce qui amène assez souvent à faire des choix qui ne sont pas les meilleurs. Il y a des bons investissements qu'on a eu réalisés dans le secteur, dans les infrastructures. Le Ila Touba, je trouve que ça a été très bon. Le désenclavement de Mbour, c'est très bon. Récemment, donc je pense qu'il y a des très bons, mais il y a aussi d'autres investissements sur lesquels, quand on regarde le niveau de priorité, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, je pense que ces investissements n'étaient pas prioritaires. Par rapport à notre niveau, par rapport au sous-développement, par rapport à la nécessité surtout de booster la consommation. On va vers des lendemains qui sont relativement sensibles, ce que je disais au début de mon propos, et il faut que l'État soit très vigilant. Parce que ces chocs internes avec les populations, le chômage, le pouvoir d'achat qui s'effrite, peuvent aujourd'hui créer une certaine instabilité si on ne fait pas attention. Et c'est tout de suite que l'État doit prendre les mesures pour que ce soit inclusif. Et je le dis et je le répète encore assez souvent, à la fin de la journée, les Sénégalais restent des Sénégalais et ne sortiront pas de ce pays. Les étrangers, quand il y a des problèmes, quand ça sent le roussi, c'est les premiers à sortir, demander à leurs compatriotes de quitter le pays. C'est de bonne guerre. Chacun a ses intérêts. À nous de pouvoir défendre nos intérêts de la façon la plus ferme, sans xénophobie, sans protectionnisme, mais de la façon la plus ferme, de la façon la plus courtoise pour propulser le secteur privé vers l'avant. Mokhtar Sarr, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV Question Directe. Je rappelle que vous êtes le directeur général de C-Level Executive, CEO Chairman, Investment Banker.
Project Finance, Finance Private Equity. Vous êtes aussi directeur général de Rigal Investissement, une société qui investit, Mouride, qui investit un peu partout au Sénégal dans beaucoup de secteurs pour accompagner l'économie sénégalaise. Nous étions avec vous pour analyser un peu l'économie aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine, ses impacts en Afrique et sur le Sénégal. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.